Bonjour. Eh bien, hier, en vous présentant Michel Midi sur le coronavirus, je n'avais pas pensé qu'il fallait revenir aussi vite. J'avais même prévu de faire demain un Michel Midi sur la situation Turquie-Syrie. Mais j'ai reçu des informations très importantes que je pense urgent de partager avec vous parce que je crois que ce sont des informations qui peuvent sauver des vies et qu'il y a intérêt à les partager le plus vite possible. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai mis dans le titre, que les chiffres qu'on nous donne sur le nombre de contaminations sont faux, que les officiels le savent, qu'en réalité, il y a beaucoup plus de gens contaminés et que l'ampleur de la maladie est donc encore à venir. On me dit qu'il n'y a pas de son. Diane, il n'y a pas de son. Moi, je vois pourtant le témoin du son. Si d'autres personnes n'ont pas de son, prévenez-moi, mais je continue. Et on va examiner pourquoi en Belgique et en France, on a faussé les chiffres et pourquoi on a tardé à prendre les mesures et quelles vont être les conséquences. Et bien entendu, qu'est-ce que chacun peut faire pour pallier l'insuffisance des pouvoirs politiques ici en Europe occidentale. Alors je voudrais rendre un... Voilà, on me dit qu'il y a du son, donc Diane, c'est probablement sur votre ordinateur qu'il faut régler ça. Euh, je voudrais rendre hommage aux médecins et à tous les soignants en France et en Belgique et ailleurs, en Italie, tout ça, qui se dévouent en première ligne, qui prennent des risques pour sauver des vies. Et vraiment, je le redis, on aurait aimé que le monde politique soit à la hauteur de ces gens-là. Le problème, c'est l'information que nous avons reçue et un premier rapport qu'on m'a transmis. C'est un rapport par un site pas du tout révolutionnaire ni complotiste, mais très officiel aux États-Unis. Je donnerai les sources et les détails un peu plus loin. Le titre par Alexis Madrigal est Les chiffres officiels du coronavirus sont faux et tout le monde le sait. Et donc, il analyse les chiffres du Center for Disease Control and Prevention, l'organisme officiel de détection aux États-Unis. Et il dit que toute la démarche a été fausse, qu'on a fait des tests en tout petit nombre sur les gens qui arrivaient de l'étranger, et qu'en réalité, il y avait déjà beaucoup de gens contaminés, ça on en avait parlé hier, aux États-Unis, et que c'était tout à fait sous le radar. Et il dit maintenant, voilà, on est entre 20 et 1500 personnes infectées dans la région de Seattle, en Californie aussi. Et donc, on a testé, dit-il, moins de 500 personnes dans le pays. Hier, je crois que le chiffre était un peu plus élevé, mais enfin très bas. Et le chiffre est faux, dit-il, et c'est une source de désinformation. Et il insiste, je cite, les gens ont confiance dans les chiffres. Les chiffres ont l'air réels, les chiffres ont un pouvoir charismatique et les gens croient à ce qui peut être quantifié. Seulement, les données ne reflètent pas toujours la situation réelle dans le monde. On va voir ça concrètement à une époque où le nombre de cas enregistrés en Chine est devenu très très faible. 25 nouveaux cas enregistrés seulement. L'épidémie est vraiment enrayée. Euh, et le nombre de gens affectés sérieusement diminue aussi, ils vont passer de 3006 à 3002. Mais les moins bonnes nouvelles, c'est que l'épidémie en Italie, en Iran, en Espagne et en France n'a pas encore atteint son pic et que l'Italie, qui est désormais le leader mondial pour le nombre de décès quotidiens, est à 55% des décès de la planète. Or, tout le monde a dit, ce qui arrive en Italie va arriver en France et en Espagne un peu plus tard, peut-être dans d'autres pays. Et donc voilà, il y a urgence de partager les bonnes informations. Alors, il y a une étude qui a été diffusée par, quelqu'un qui travaille en fait à l'ONU à Genève,
qui n'est pas dans la branche, mais qui manifestement en avait marre que les communications des gouvernements soient en dessous de tout, et qui a diffusé un rapport sur lequel je vais me baser aujourd'hui. Sur le site internet, abonnez-vous à la newsletter, on va publier tout le rapport et tous les graphiques. Mais en attendant, je vais commenter l'essentiel. Et l'auteur de ce graphique est un journaliste qui s'appelle Pueyo, je donnerai les indications. Thomas Pueyo. Il montre une série de graphiques qu'on va parcourir ensemble. Et ici, vous avez le nombre total de cas de coronavirus. Et à gauche, vous avez la période où ça monte très fort, parce que c'est surtout en Chine. Et en Chine, ça monte pendant toute une période. Et dans la partie droite du graphique, ce qu'il appelle la période pandémique, c'est quand l'épidémie se répand dans le monde entier. Et là, ça devient beaucoup plus important. Il montre que si on met la Chine de côté, qui est en train de améliorer la situation, eh bien là, ça grimpe depuis fin février et les premiers jours de mars de façon catastrophique. L'auteur analyse la montée des cas et par jour, combien de nouveaux cas. Et vous voyez qu'il y a un pic très très important en Chine, en Asie, aux alentours du 12, 13, 14 février, et que maintenant, de nouveau, entre le 10 et 14 mars, alors qu'en Chine ça va beaucoup mieux, on est en train de grimper de nouveau devant des niveaux très très inquiétants. Et donc, pour comprendre ça, il analyse le nombre de cas de coronavirus par pays. Et vous voyez qu'il y a 3 pays qui se détachent très très fort. La Corée du Sud, on parle là des derniers jours de février et surtout des premiers jours de mars. Les pays qui montent très fort sont la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran. Et il dit aussi qu'on a une série de pays en dehors de ces 3-là dont on va parler, où le taux de croissance est exponentiel, c'est-à-dire qu'il monte à une progression géométrique, et que ces pays sont principalement occidentaux. On voit que le taux de croissance des contaminations est très élevé en France, en Allemagne, en Espagne, au Japon, aux États-Unis, en Suisse et en Grande-Bretagne. Voilà, on me dit que le son est faible chez certains et chez d'autres ils disent qu'il est très bien. Je vais parler plus fort, mais peut-être vous pouvez régler aussi votre réglage sur votre ordinateur, puisque je parle, je pense, même un peu plus fort que hier. Voilà donc les taux de croissance auxquels on fait face actuellement. Et Pueyo analyse le fait que si le taux de croissance augmente comme il le fait maintenant, on va avoir une augmentation du nombre de cas très très forte, en Belgique particulièrement, en Suisse, aux Pays-Bas, en France, en Autriche, aux USA, en Espagne, Grande-Bretagne, etc. Et moindre dans d'autres pays, dont la Corée du Sud, Singapour, etc. On va revenir sur ces chiffres, et donc, Pueyo est en train de nous dire que si on veut se protéger par rapport au taux que nous avons maintenant qui monte, il va falloir étudier l'expérience des pays qui sont déjà passés à travers cette phase. C'est-à-dire, il y a la Chine, il y a une série d'autres pays en Asie qui font des assez bons scores alors qu'ils ont été contaminés, et on va en parler, et il y a l'expérience de l'Italie. Donc il est urgent d'étudier l'expérience de ces pays, et en fait, Pueyo dit, si on veut comprendre pourquoi les chiffres sont sous-estimés,
Ici, je vous remontre les chiffres exponentiels, mais si on veut comprendre pourquoi les chiffres sont sous-estimés, voilà. C'est un graphique qui a l'air un peu compliqué, mais on va le déchiffrer ensemble. En fait, vous avez en barre orange, donc sur la droite de votre graphique, dans la province du Hubei, donc celle qui a été le plus touchée en Chine, vous avez en barre orange le nombre de cas. Et vous voyez qu'il augmente assez fort à partir du 22 janvier, avec un pic vers le 4-5 février, et puis ça commence à redescendre à partir du 8-11 février. Mais ce qui est important dans ce graphique ici, c'est pas les barres jaunes, ça on connaît, c'est le fait qu'il y a des barres grises avant. Et pourquoi parle-t-il des barres grises? Parce qu'il dit qu'en fait, en Chine, ou au Hubei aussi, on s'est trompé, ou on a été trompé dans la situation, et on a sous-estimé le nombre de cas réels. Les barres oranges, c'est le nombre de cas déclarés, les barres grises, c'est le nombre de cas réels. Et ça, on ne peut le savoir que a posteriori, après coup, parce que tout simplement, les autorités ne sont pas au courant lorsqu'une personne devient symptomatique. Elles ne sont au courant que lorsque les personnes sont diagnostiquées, testées, et qu'on peut dire oui, vous avez le corona. Et donc là, encore des personnes qui me disent qu'on entend mal, j'espère que ça va. Non, c'est une vieille... voilà, je mets à jour, mais apparemment vous entendez bien maintenant. Et donc, en fait, quand le nombre de cas détectés explose, c'est parce qu'en réalité, il y en a eu beaucoup avant. Il parle du Hubei, il dit voilà, on a 100 nouveaux cas le 21 janvier, mais en réalité, il y a déjà eu 1500 nouveaux cas avec une énorme croissance, mais les autorités ne le savaient pas. Il y a 100 nouveaux cas de cette maladie qui ont seulement été détectés. Et dit-il, les Chinois, dès qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de cas, ont très très bien réagi. Ils ont pris la décision de fermer la ville alors qu'il y avait seulement 400 nouveaux cas en un jour, mais en réalité, il y en avait 2500, mais ils ne le savaient pas. Et donc, ça c'est très important, ça veut dire que des leçons ont été tirées, mais ils disent, dès que Wuhan est passé en quarantaine, les nouveaux cas ont ralenti. Et lorsque 15 autres villes ont été fermées le 24 janvier, le nombre de cas réels en gris, vous le voyez sur le graphique, diminue de nouveau très fort. Donc, c'est vraiment une leçon fondamentale à tirer de la Chine. Le nombre de cas est sous-estimé et des mesures de quarantaine radicale et d'isolement radical sauvent beaucoup de vies. Et dans un autre graphique que je vous montre ici, il montre que la politique du gouvernement chinois d'avoir isolé les régions très contaminées des autres a fait en sorte que les autres régions chinoises ont progressé très peu en contamination. Vous voyez dans le graphique qu'au moment où la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran ont de plus en plus de contaminés, ça reste relativement bas dans les autres régions de la Chine et Puyo en tire la preuve que voilà, des mesures efficaces de confinement ont permis de préserver les choses. Et je vous avais dit qu'on allait parler des autres cas hors de la Chine. Et là, vous voyez le nombre total de contaminations en dehors de la Chine. Il y a les pays occidentaux comme la France, l'Espagne, les USA, etc. qu'on voit. Et ce qui est frappant, c'est que Singapour, le Hong Kong, le Japon, la Thaïlande, qui sont des pays voisins, évidemment, je ne vais pas vous expliquer, extrêmement en contact économique et touristique avec la Chine, ces pays-là progressent d'une façon raisonnable. Et pourquoi nous expliquons? Eh bien parce que ces pays ont été touchés par la grippe SRAS en 2003 et tous en ont tiré les conséquences. Ils ont appris à quel point ce genre de situation pouvait être grave, très rapide et mortelle, et ils ont pu la prendre au sérieux. Et donc leurs courbes ont commencé à croître plus tôt que les courbes en Europe,
mais ils ont nettement moins de contaminés et de morts parce que ils ont pris des mesures radicales très très tôt. Alors, on avait parlé hier du fait que les statistiques étaient très mauvaises et carrément fausses, je l'ai dit encore en commençant, aux États-Unis. Et Pueyo, dans ce graphique-ci, analyse le cas de l'État de Washington, qui c'est pas Washington DC, c'est un autre État si je ne me trompe. Et il dit, voilà, dans l'État de Washington, on voit que c'est comme Wuhan aux États-Unis, le nombre de cas augmente très fort et il est maintenant de 140. Mais, dit Pueyo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un taux de mortalité important. À un moment donné, l'État avait 3 cas et 1 décès. 33% de décès. Ça veut dire qu'en fait, le virus était déjà, la stat était fausse, le virus était déjà propagé sans être détecté par l'État, par l'État des États-Unis. Les autorités ne connaissaient que 3 cas et très peu de gens ont été testés. Et donc c'est là le problème, on ne connaît que les cas officiels et pas les cas réels. Et donc Pueyo dit qu'on a très probablement beaucoup plus de cas, plus de 1000, rien que dans l'État de Washington en ce moment. Il analyse aussi la situation sur la Californie et puis il en vient à l'Espagne et à la Chine, et à la France, excusez-moi. La situation n'est pas bonne pour la France, et on demande si les graphiques et les statistiques sont fiables. Je pense que oui, je pense que ça a été diffusé par des experts sur base de chiffres sérieux et que l'analyse de l'exemple chinois, d'autres experts peuvent la prendre et j'ai vu d'autres experts aller dans le même sens. Mais je suis toujours ouvert si on explique qu'il y a des erreurs dans les calculs. C'est évidemment une matière nouvelle, complexe, qui évolue rapidement et donc soyons en recherche et soyons à l'attente. Restons en observation. La France, dit Pueyo, recense aujourd'hui 2900 cas et 61 décès. Mais si on utilise les méthodes de comparaison qu'il effectue dans son article, que nous allons placer sur le site très prochainement, s'il ne l'est pas déjà, en réalité, dit-il, le nombre réel de coronavirus en France se situe aujourd'hui probablement entre 50 000 et 300 000, en tout cas beaucoup plus que ce qui est déclaré. On va voir pourquoi. Il rappelle tout simplement que quand Wuhan pensait avoir 440 cas, il y en avait 27 fois plus. Et si la France pense qu'elle a 2900 cas, elle peut en avoir, dit-il, des dizaines de milliers, voire encore plus. Pour Madrid, pour l'Espagne, les chiffres sont encore pires que la France. On a 3200 cas et 86 décès, ce qui veut dire que l'Espagne compte probablement entre 70 000 et 300 000 cas réels selon ses statistiques. Voilà des nouvelles qui sont inquiétantes. On a clairement des chiffres qui sont sous-estimés. On va analyser tout de suite pourquoi. La leçon de Pueyo dans son texte est très importante. Il dit que le taux de mortalité dans les pays qui s'y sont pris à temps va varier entre 0,5% pour la Corée du Sud et 0,9% pour la Chine en dehors de la région de Hubei. C'est quand même déjà sérieux comme taux de mortalité. Mais, dit-il, les pays qui se sont laissés déborder, qui n'ont pas pris les mesures à temps, vont avoir un taux de mortalité compris entre 3 et 5%. Ça veut dire que des pays qui agissent rapidement peuvent diviser le nombre de décès par 10. Ne parlons pas des contaminations. Et donc,
Le problème de si l'épidémie se répand trop vite, et ça beaucoup de virologues l'ont déjà dit, on sait que la pandémie va se répandre, on essaie qu'elle se répande moins vite, et l'analyse montre que à Hubei, on a construit 2 hôpitaux en 10 jours, des mesures beaucoup plus radicales qu'ici, et que même avec ça, la région était complètement débordée. Et cette région, et puis l'Italie, se sont plaints qu'il y avait des patients dans leurs hôpitaux et qu'ils ne pouvaient pas euh, les suivre. Et donc, on va avoir le même genre de situation. En Italie, déjà, des professionnels de la santé passent le maximum de temps possible avec le même équipement sur le nez, sur la figure, parce qu'il n'y en a pas eu assez. Donc, ça veut dire qu'ils restent dans les zones contaminées pendant très longtemps. Et évidemment, ils s'épuisent, ils sont déshydratés, il n'y a plus de rotation. Il y a le témoignage d'une infirmière italienne qui compare ça à une guerre, Francesca Maggiatordi. On va essayer de le diffuser sur Internet, sur le site Investigation prochainement. Et donc voilà, si les soignants tombent malades, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, voilà le diagnostic. Et je pense que la question qui se pose, c'est pourquoi on n'a pas donné les vrais chiffres et pris des mesures beaucoup, beaucoup plus tôt. Quand je pense que Macron a, dans sa communication, annoncé des mesures radicales enfin, mais pas du tout assez radicales, et qu'il a commis la faute énorme, pour ne pas employer un mot pire, de dire on maintient les élections, et voici ce que j'en pense. Macron a décidé qu'on allait rassembler des millions de gens, y compris des personnes âgées, voire très âgées et vulnérables, dans des bureaux de vote. Alors on nous dit qu'il faut fermer les cafés, les restos et les commerces pas essentiels et on les envoie dans des bureaux de vote. Je suis désolé, la seule explication possible est que Macron a estimé que dans une période de guerre, de crise, en flanquant la trouille, comme je le disais hier, en montrant le livre de Robert Charvin, La peur, arme politique, ben que ça allait faire en sorte que les sondages qui étaient très mauvais pour lui allaient être un peu rectifiés et qu'il allait pouvoir, je vous montre La peur, arme politique, de Robert Charvin, qui analyse comment les pouvoirs ont toujours appliqué cette stratégie. Gouverner, c'est faire peur et rassurer. Commencer par faire peur, voir que les gens paniquent et puis se présenter comme le protecteur. La seule explication pour laquelle Macron n'a pas pris les mesures aussi vite et aussi radicales qu'on l'a fait en Chine et dans d'autres pays comme la Corée du Sud, c'est de protéger les entreprises. Comme il dit, mais en réalité, il s'agit de protéger les profits. Et il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on place au-dessus, la santé de millions de gens ou les profits des grandes multinationales et des entreprises. Je sais bien qu'il y a toute une série de petites entreprises, de petits commerces qui vont avoir très difficile, il va falloir prendre des mesures pour les aider, les soutenir, mais on sait aussi, j'en ai parlé hier, que la bourse en Belgique, en France et ailleurs a connu des chiffres records en 2019, que les grandes multinationales ont spéculé en bourse et ont accumulé des fortunes. Il suffit de voir combien elles payent leur CEO. Et donc, de l'argent, il existe. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et à quoi on l'utilise. Et là, Macron a été totalement au service du 1% contre son peuple, ça c'est très clair. Alors, on a le cas très frappant qu'on a eu en Belgique une communication très faible que je vous montre ici. Le 1er mars, notre ministre de la Santé à droite, Maggie De Bloch, a annoncé la patiente d'Anvers est traitée comme pour un gros rhume. Alors je veux bien qu'on ne doit pas semer la panique et qu'il faut rassurer, oui, mais mettre à la population, dire à la population qu'on soigne que pour un gros rhume, c'est complètement à côté de la plaque.
Et la communication, des spécialistes m'ont dit, on a fait une communication habituelle, classique, télé, journaux. Les jeunes s'informent avec Snapchat, avec Facebook, avec Messenger, et là il n'y avait absolument rien. Et on constate maintenant, me dit une virologue, qu'il y a beaucoup de jeunes infectés, contrairement à ce qu'on croyait, qu'ils ont utilisé des anti-inflammatoires, qui ont aggravé le problème, et on a même des jeunes en réanimation. Donc la communication, il y a clairement un bilan à faire, et la communication sur les élections de Macron, ben, c'est une catastrophe. Boris Johnson en Angleterre, c'est pas un complotiste ou un révolutionnaire, on est bien d'accord. Boris Johnson a décidé de reporter les élections qui étaient prévues pour mai 2020 à plus tard, on verra. Macron n'a pas été capable de faire ça, donc jouer sur la déstabilisation pour provoquer la peur et se faire réélire ou diminuer la sanction, c'est grave. Un docteur français, Badia, qui est en première ligne là-bas pour constater la situation, vient d'envoyer un très bon papier expliquant que quand la Chine a communiqué à la communauté scientifique mondiale le 29 février tout le bilan de l'épidémie, comment elle se propage, les caractéristiques et qu'est-ce qu'il fallait faire, il y a eu des communicants en France qui se sont moqués en disant qu'on ne respectait pas les procédures, qu'il fallait aller beaucoup plus lentement et toutes des choses comme ça, alors que justement les Chinois ont communiqué rapidement pour que la communauté internationale puisse prendre les mesures, et Macron et compagnie n'en ont absolument rien fait, ils étaient entièrement occupés à faire passer la loi contre les retraités et pour plonger encore plus de retraités dans la pauvreté. Macron est responsable, et pas seulement lui, parce que depuis 10 ans, les budgets de la recherche fondamentale ont été rabotés. Sarkozy déjà avait traité avec beaucoup de mépris les manifestations des chercheurs. La recherche fondamentale, celle qui n'est pas liée à un profit immédiat pour vendre tel ou tel médicament ou des choses qui servent aux multinationales, la recherche fondamentale, c'est ça qui peut nous sauver en cette période de globalisation en étudiant les maladies, les épidémies, les remèdes, les vaccins et toute une politique de prévention en général. Donc voilà, Macron, Sarko, Hollande sont clairement responsables de ça. Et il y a toute une idéologie néolibérale dont je parlais hier qui est responsable. On m'a demandé hier, que pensez-vous des prédictions de Jacques Attali? C'est un bandit. Jacques Attali, le conseiller des princes qui nous gouvernent, n'arrête pas de recommander des choses contre le peuple français. En 2007, il recommandait, je cite, d'abandonner les idées rétrogrades de protection des populations et qu'il fallait libérer le travail des contraintes. Il veut dire libérer le travail des protections et permettre aux capitalistes de faire tout ce qu'ils veulent. Il a aussi dit que le principe de précaution mis dans la Constitution en 2013, Attali a dit que c'était suicidaire. Ben non, il faut le renforcer au contraire. On a besoin de gens qui nous protègent et pas de gens qui déforment nos protections. Voilà, je crois que ça c'est très très important d'analyser, et on va prendre un peu les questions que vous avez posées et puis je vais conclure sur deux, trois propositions, des revendications, un appel à la solidarité et un appel à aider Investigation dans son travail d'information. Ce matin, je me suis réuni avec toute l'équipe. Nous allons voir comment renforcer notre travail du site parce qu'on est trop faible, on a besoin de coups de main et on va essayer toute cette semaine et tant qu'il faudra de vous informer, de vous apporter les informations que le système officiel n'apporte pas. Je sais qu'il y a des journalistes qui évidemment essaient de faire bien leur métier, mais il y a une stratégie générale beaucoup trop liée aux politiques qui n'est pas indépendante, beaucoup trop liée à la publicité aussi. Et je pense que on doit se mettre tous ensemble pour apporter les informations dont les gens ont besoin. Je regarde au niveau des questions qui sont affichées sur Facebook. Un petit instant. Est-ce une guerre biologique? Non, c'est pas un complot pour exterminer la population, mais c'est
un affaiblissement par le néolibéralisme de toutes les politiques de santé et de prévention qui étaient indispensables. Bien, Grégory pense que si que c'est pas grave que Macron a maintenu les élections, je pense que si. Je pense que c'était vraiment mettre ensemble beaucoup de gens pour un danger. Le Japon est discipliné et a connu le SRAS, arrêtons de croire que c'est calculé. Oui, je suis d'accord avec ça, il ne faut pas voir des complots partout, il faut voir l'effet des politiques néolibérales et les politiques d'affaiblissement de la solidarité sociale. Et voilà, le tout pour le 1%, c'est ça, il n'y a pas besoin d'imaginer un complot, c'est bien suffisant pour que le monde aille mal et pour que la santé soit en danger. Les sociétés vont profiter pour prendre des mesures de licenciement. Oui, on va parler de ça un petit peu plus tard. Avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage, beaucoup de personnes vont se retrouver sans ressources. Oui, il faut absolument lutter contre ça et on va vous en tenir au courant dans les jours et les semaines qui viennent. Aucune mesure contre la spéculation dans cette période de crise. Oui, là c'est important. Il est clair que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2008. En 2008, on a eu la crise des banques, on nous a dit il faut sauver les banques. Sauf que la crise des banques avait été provoquée par les banques eux-mêmes. Il y a eu toute une série de privatisations en France et en Belgique de banques publiques qui fonctionnaient correctement. On les a privatisées. On a spéculé sur des saloperies, sur les subprimes, sur le fait de vendre des maisons à des gens qui n'avaient pas les moyens de les payer. Et s'ils ne les payaient pas, c'était pas grave. Comme ça, on confisquait la maison et on gagnait beaucoup. Jusqu'au jour où ça s'est complètement cassé la gueule. Et à ce moment-là, les banques sont venues nous dire ah ben il faut que les citoyens payent, il faut absolument que on sauve les banques. Donc nous avons sauvé les banques pour que elles recommencent la même chose. Et là maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est est-ce que on va accepter de payer de nouveau pour les crimes qu'elles ont commis. Voilà. Véronique soutient effectivement l'abandon de la recherche fondamentale. Les chercheurs étaient sur les coronavirus et faute d'avancées rapides, tout a été stoppé. Il n'y a jamais de rapidité dans ce style. Merci Véronique, envoyez-moi les informations là-dessus. On va les mettre sur le site, c'est très très important. Voilà, que pensez-vous de la crise économique qui se prépare? J'en ai parlé dans le Michel Midi de hier, que vous pouvez trouver sur le site. J'en ai parlé, la crise avait été préparée depuis bien avant le coronavirus et il ne faut pas se laisser avoir par le fait qu'on va le prendre pour prétexte. Quelles conséquences pour l'économie qui s'effondre depuis plusieurs années? Quelles solutions pour les personnes? J'en parle dans 2 minutes. J'en profite pour glisser un petit mot Free Assange, même en temps de corona, ne l'oublions pas, vous avez tout à fait raison. Assange est un lanceur d'alerte qui a eu le courage de risquer sa vie pour nous avertir des crimes commis par les États-Unis et la France et de la façon dont on nous cachait l'information. Donc si on protège les lanceurs d'alerte, on sera aussi mieux protégé sur tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Voilà, on a la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, il faut développer absolument la solidarité. On a ici une petite vidéo que j'ai reçue, j'ai pas réussi à vous la projeter, mais on va la mettre sur le site. Au Venezuela, dès qu'on a eu 2 ou 3 cas qui ont été signalés, on a lancé l'alerte et vous voyez ici des jeunes volontaires des soins de santé qui parcourent les maisons une par une pour voir si les gens ont des problèmes, s'ils ont des symptômes, s'il faut les tester et qui ils ont rencontrés et quelles sont les mesures qu'on doit prendre dans les quartiers. Voilà, et ça, ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui prennent des risques pour aider et sauver leurs concitoyens. Ça, c'est vraiment, vraiment le chose dont on a besoin et qui doit être fait. On a eu en Belgique une vidéo qui se trouve sur le site du PTB, c'est le président Peter Mertens du PTB. La vidéo est sur leur site et ils réclament la protection des travailleurs.
On a en Italie, j'ai reçu des informations là-dessus, on va encore les diffuser avec Federica et Rafa. On va traduire des choses de l'Italie parce que c'est une expérience très très intéressante. Je lance un appel aux traducteurs s'il vous plaît, depuis l'anglais, le néerlandais, l'italien, l'espagnol, d'autres langues. Nous avons besoin de gens pour nous aider à traduire des articles et des vidéos plus rapidement, qui apportent des informations intéressantes aux gens. Et donc le président du PTB, Peter Mertens, a lancé une série de revendications très précises. Il a dit, arrêter la production dans toutes les usines non urgentes. C'est aberrant qu'on dit fermer les cafés, fermer les restaurants. Je pense qu'il faudrait limiter aussi totalement les transports en commun seulement pour les gens qui en ont strictement besoin. Ça, c'est un endroit où on se contamine très fort. Et Mertens dit il faut arrêter la production dans ces usines. On a en Italie des gens qui font grève parce qu'elles les obligent à travailler à des courtes distances de gens qui sont peut-être contaminés. Ça, c'est tout à fait criminel. Mertens demande aussi des congés parentaux pour les enfants, les parents pardon, qui doivent garder leurs enfants, un fonds de garantie pour les salaires des gens qui ne peuvent pas travailler, et qu'on reporte évidemment le remboursement des prêts pour les maisons et de tous les prêts qu'on a. Voilà une série de mesures qui sont très très importantes à mon avis. On a besoin d'entraide, on a besoin, comme je le disais hier, de réflexion, et vous avez peut-être plus de temps libre que vous n'aviez prévu, parce que quelque chose malheur est bon, comme on dit, prenez le temps d'une pause, prenez le temps de réfléchir, de lire ensemble, de creuser les causes, et je vous rappelle que nous avons, avec ici ce petit montage un peu rigolo, il faut rire aussi en temps d'humour et de crise. Merci à Joël pour ce montage. Donc, Le penseur de Rodin, serrant plusieurs livres d'investigation que nous vous proposons, et si vous en achetez 2 ou 3, vous recevez gratuitement La peur de Robert Charvin, La peur, arme politique. Donc voilà, vous les trouvez ici sur notre site à la rubrique livres et DVD. Vous pouvez aussi écrire via le site si vous avez un souci pour vos commandes. Et je pense que, comme je le disais hier, on a le choix d'aller dans 2 directions, soit chacun pour soi, soit l'égoïsme, l'individualisme, on s'en sort et on se replie complètement, voire la xénophobie et le racisme, et soit on se tourne vers l'autre, il faut vous soucier de vos voisins, demandez-leur de loin ou appelez-les, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, est-ce qu'on peut faire des courses, est-ce qu'ils ont des problèmes, est-ce qu'ils ont juste un peu de solitude aussi. Et je crois que des périodes de crise comme ça ça peut aller dans les 2 sens, ça peut aller dans l'égoïsme, l'affrontement, voire la violence et le racisme, ça peut être aussi dans le renforcement de la solidarité. Et je crois que c'est l'occasion de réfléchir à quelle société nous voulons. On est en train de se dire qu'il va falloir repenser l'économie, repenser la sécurité sociale, l'école aussi a toute une mission, les soins de santé, les médicaments, la prévention, l'alimentation aussi. C'est des choses dont nous allons parler bientôt. Je crois que les livres vous aident à réfléchir à ces problèmes et à échanger avec vous. Cette crise peut avoir quelque chose de très positif. Ça peut être clairement un révélateur et ça peut être l'occasion d'une réflexion ensemble vers la définition ensemble de la société que nous voulons. Voici une image qui le montre bien et je rappelle le très beau livre de Dirk van Dupen et Johan Houbeek, L'homme, un loup pour l'homme. Investigation est un petit site qui a peu de moyens. Si vous pouvez nous aider à nous développer, ça fera du bien. Je lance un appel à tous ceux qui peuvent nous donner un coup de main, nous soutenir, envoyer vos critiques et vos propositions. Et on va continuer à rester à vos côtés toute cette semaine pour la bataille de l'information et la bataille de la solidarité.